et bienvenue à l'atelier environnement. Donc aujourd'hui, on a décidé avec mon équipe de vous emmener sur la friche Badin. Donc cette friche dont vous avez déjà entendu parler, mais finalement vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller. Donc là, cette fois-ci, on y est et on va vous y emmener. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu ce qui a été fait par Ferrero dans cette friche. Donc à savoir, quand on a construit le nouvel entrepôt, on a replanté 153 arbres puisqu'on en avait arraché 22. On a aussi remis la rivière dans son lit pour créer donc une nouvelle zone humide. On verra tout à l'heure ce que ça peut apporter. Et puis pour terminer, donc, enlever quelques obstacles sur la rivière, ce qui a permis notamment à des poissons d'aller frayer. Voilà à quoi a servi finalement cette renaturation et ce que vont expliquer donc, nos experts aujourd'hui. Allez, venez avec moi, on vous emmène. Moi c'est Arnaud Rosan et je suis animateur rivière et zone humide. Alors une zone humide, c'est un milieu donc, qui va être caractérisé en fait, par la nature de son sol ou la présence, de plantes typiques et un sol qui va avoir à un moment donné de l'année donc soit une eau de manière permanente, soit qui va présenter une eau de manière temporaire. À partir du moment où on a une présence d'eau dans ce milieu-là, on va pouvoir le caractériser en fait cette zone humide. Donc, généralement, on va pouvoir les retrouver, nous dans notre secteur, plutôt en vallée. Il arrive d'avoir des zones humides aussi de plateaux, qui sont liées aussi à la nature des sols. Donc c'est vraiment cette caractérisation en fait, d'humidité du sol, donc qui peut être permanente ou temporaire. On va avoir justement toute la diversité floristique, diversité faunistique, donc toute la biodiversité qui va tourner autour de ces zones humides, mais elles vont aussi jouer un rôle majeur lors des épisodes d'inondation, où elles vont permettre justement de pouvoir offrir aux cours d'eau une zone de débordement. Donc nous on préfère que les cours d'eau débordent dans ces zones humides-là qu'elles débordent dans le centre-ville. Et ici pour protéger Villers-et-Cales ou la ville de Barentin, ces zones humides-là ont vraiment un rôle prépondérant et très important, d'où la nécessité de les préserver. Et ces zones humides-là, donc lorsqu'elles vont absorber de l'eau en fait, sur les périodes hivernales, elles vont se gorger telle une éponge, elles vont vraiment garder une masse d'eau très importante, donc elles vont réguler en fait, l'eau dans la vallée pendant la période d'inondation. Et à l'inverse, l'été, lorsqu'on est sur des périodes de sécheresse, cette eau qui a été stockée dans ces zones humides-là va être relarguée au milieu tranquillement, et ce qui va permettre de maintenir en fait, les niveaux d'eau dans le cours d'eau et éviter d'avoir des périodes d'étiage trop sévères et qui pourraient justement impacter les milieux et la faune associée. Hormis le rôle hydraulique joué pour stocker et relarguer de l'eau, on a aussi donc, le rôle biodiversité, mais on a le rôle aussi phytoépuration. C'est-à-dire que lorsqu'on a ces eaux qui vont arriver en milieu qui vont être plus ou moins polluées, chargées de produits phytosanitaires, autres, tels que les engrais par exemple, beaucoup de nitrates, la zone humide va jouer un rôle vraiment très important sur cette épuration de l'eau. Donc on voit bien quand même l'intérêt justement de cette zone humide qui va, par le biais de sa végétation, finalement pomper en fait le nitrate et va pouvoir stocker et épurer en fait les eaux. Mais donc ça va être sur le nitrate, ça va être sur d'autres produits phytosanitaires. Aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, c'est aussi du stockage de carbone. Donc ces zones humides-là ont un rôle aussi très important puisqu'elles vont stocker énormément de carbone, donc d'où un intérêt très important. Je m'appelle Nicolas Noël, je travaille dans un bureau d'études qui s'appelle Alise Environnement. La première visite c'était il y a 5-6 ans maintenant, donc c'était un espace qui était beaucoup plus artificialisé en fait que maintenant, avec des vestiges de bâtiments liés à l'ancienne exploitation du site. Et également une ancienne maison qui était présente au sein de la zone, donc un espace beaucoup plus artificiel que ce qu'on a maintenant. On a un espace qui est beaucoup plus naturel, avec un cours d'eau qui a été remis dans son lit, un cours d'eau qui a été remis au centre du site pour que la nature s'y développe, les zones humides adjacentes au cours d'eau se développent, et la faune et la flore associées à ces différents milieux qui puissent se développer, assurer leur cycle de vie en fait. C'est un peu le principe d'un milieu naturel, c'est pouvoir assurer le cycle de vie
des espèces qui y vivent. Et c'est ce qu'on retrouve ici pour un certain nombre d'espèces après aménagement du site. On a des espèces aussi indicatrices de zones humides qu'on trouve ici, des espèces qui sont liées au cours d'eau, certaines espèces d'oiseaux comme le martin pêcheur, la bergeronnette des ruisseaux, des espèces de libellules qu'on va retrouver également en lien avec la présence des milieux aquatiques, et tout un tas de cortèges en fait, d'espèces liées au milieu arboré et arbustif qu'on a sur le site et en périphérie. On a une gestion qui est assez extensive avec une fauche qui sera tardive, automnale ou hivernale, de manière à ne pas perturber le cycle biologique. Et c'est une volonté en fait qui n'est pas une gestion trop intensive pour pouvoir permettre le développement des espèces et qu'elles puissent y vivre. Johanna Chopin, je suis fondatrice et gérante de l'entreprise Biodiversitup. La biodiversité, c'est tout ce qui va être la vie dans son ensemble, tout ce qui va être vivant. Donc ça va être bien sûr l'oiseau, ça va être le hérisson, mais ça va également être les plantes, ça va être l'eau, ça va être tout l'écosystème, donc les milieux naturels, les zones humides, les zones sèches, ça va être les arbres, ça va être l'herbe. En fait, tout ce qui est lié à la nature et tout ce qui va créer un lien entre les différents êtres. Donc soit de prédation, puisqu'on a des animaux qui mangent soit des herbes, soit d'autres animaux, soit des liens en fait de destruction, puisqu'on a également des animaux qui vont permettre de détruire certains milieux, certains corps, pour régénérer de nouveaux milieux. Donc c'est toute la synergie en fait liée entre les éléments naturels. Même si l'évolution humaine va toujours être là, la biodiversité, elle est là, c'est la base, il faut faire avec. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des développements, on prend en compte la biodiversité, il y a de la législation, il y a de la loi, il y a de la réglementation, parfois trop contraignante pour certaines personnes, on le comprend parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité, mais l'objectif quand même, ça va être de se dire la biodiversité est là, la biodiversité, il faut qu'elle soit là, donc comment nous, notre société, notre économie peut faire pour ne pas la déglinguer. La base, ça va être la prise en compte dès le début. Vous avez des nouveaux projets, vous allez impacter un territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le minimiser? Si on ne peut pas le minimiser, qu'est-ce qu'on peut faire pour le compenser? La réglementation va être de plus en plus présente, surtout pour les entreprises. On voit bien que le grand public demande une protection de l'environnement, donc au final, les clients, les actionnaires également, et en fait aujourd'hui, à peu près tout le monde. Donc les entreprises qui ne prennent pas en compte l'environnement dès aujourd'hui, dans 10-15 ans, ils vont être obligés de le faire. Il va y avoir des contraintes réglementaires, il va y avoir des contraintes légales. Donc du coup, ils vont perdre du temps et de l'argent puisqu'ils ne l'auront pas pris en amont. J'espère que vous avez bien apprécié cette petite visite qui vous aura permis certainement, j'espère, de découvrir 2-3 petites choses sur cette fameuse friche Badin. Donc maintenant vous allez me dire, mais Lydie, c'est bien beau tout ça, mais finalement Ferrero, depuis qu'on a fait la renaturation, qu'est-ce qu'on fait en matière d'eau? Qu'est-ce qu'on fait en matière de biodiversité? Alors pour l'eau, sachez déjà qu'on a 3 gros consommateurs d'eau sur le site. La chaudière Bédouversant, la grosse chaudière de la préparation, qui produit de la vapeur pour alimenter nos torréfacteurs et notre tourlourgui, donc pour désodoriser l'huile de palme. Et le deuxième pôle de consommation d'eau sur le site, c'est pour produire du froid, notamment nos 2 tours aéro-réfrigérantes à la préparation et notre tour aéro-réfrigérante au Kinder Bueno. Voilà, donc la prochaine fois, vous y penserez quand on fait du froid. On consomme aussi de l'eau. Et donc notre objectif là sur les prochaines années, c'est de supprimer nos tours aéro-réfrigérantes pour les remplacer par d'autres technologies qui, elles, vont produire du froid mais sans consommer d'eau, ce qui nous arrange bien. Concernant la biodiversité, donc là on est plus sur des actions ponctuelles. Aujourd'hui, on organise notamment à l'occasion des Day for Good des journées où chaque salarié va pouvoir accorder de son temps pour favoriser la biodiversité, donc notamment avec la Maison de l'eau, le SMBVAS. Vous avez vu Arnaud tout à l'heure qui a participé d'ailleurs au dernier. C'est notre contribution aujourd'hui qui reste ponctuelle mais très concrète sur l'amélioration de ce qu'on propose autour du site. Donc ça va passer par un hôtel à insectes, ça va passer par déblayer une rivière pour faciliter son écoulement. Voilà, donc c'est notre contribution aujourd'hui et on espère aller un peu plus loin dans les prochaines années.